alors, il y a l'une des nouvelles idoles de la gauche, Imo, pour des plutôt bonnes raisons. David Guiraud qui a été à France Inter. Apparemment, ça lui a bien cassé les couilles. Donc, je suis très très heureux de voir ce contenu. Ça va être très bien. The King in the North. Ah, vous avez vu le truc antisémite? Ah oui, et les gens, écoutez ça. C'est là, vous n'êtes pas prêts. C'est exceptionnel. Tout à l'heure, vous avez montré le tweet de Médine qui saluait David Guiraud. Et dans ses propos, lorsqu'il dit le roi du Nord, ça, vous voyez, c'est encore un jeu de mots, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de quoi? Il parle de David Ameller, il parle du roi David. C'est une cible contre les Juifs, en réalité, et c'est mon interprétation des choses, et je pense pas que je me trompe. Tout à C'est de la folie. C'est de la folie. La meuf, personne ne lui dit: est-ce que vous connaissez Game of Thrones? C'est quand même l'une des séries des 20 dernières années les plus connues, avec une ref de la série The King in the North, qui est c'est vraiment turbo connu. Alors que là, le roi David dont tu parles, et du coup, attendez, est-ce qu'il y a des férus d'histoire dans le chat? Est-ce que le roi David, c'est un roi qui a tué des juifs, ou c'est un roi juif? J'ai pas compris, moi. C'est un roi juif. Attendez, mais du coup, ça marche pas. Attendez, donc du coup, ça voudrait dire que le dog whistle antisémite, c'est que il donne le nom d'un roi juif à quelqu'un qui s'appelle David pour mettre une cible dans le dos des juifs. Mais attends. Mais du coup, ça serait plutôt un dog whistle mélioratif, puisque David Guiraud, c'est le GOAT, qu'on est trop content qu'il soit élu, et que Médine le félicite. La vérité, c'est que même s'il mettait ça en ref en mode roi David, ça serait quelque chose de mélioratif. Ça serait en mode, ah, c'est comme t'étais ce roi stylé, quoi. Genre, du coup, je ne comprends pas pourquoi c'est un appel au meurtre des Juifs de donner le nom d'un roi juif stylé à un candidat qui a été élu qu'on trouve stylé. C'est très bizarre. Attendez, je remets sa théorie, attendez. Alors, vous avez montré le tweet de Médine qui saluait David Guiraud. Ouais. Et dans ses propos, lorsqu'il dit le roi du Nord, ça, vous voyez, c'est encore un jeu de mots, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de quoi? Il parle de David Ameller, il parle du roi David. C'est une cible contre les Juifs, en réalité. Mais on est d'accord que pour mettre une cible sur quelqu'un, de faire un compliment à David Guiraud en faisant une ref soi-disant à la Bible, c'est le pire moyen de mettre la cible dans le dos de quelqu'un. On est d'accord que ça n'a aucun sens. Trop bizarre. Hein. Bref. Vous voyez à quelle sauce est mangé David Guiraud en ce moment. Hein. Vous voyez le genre d'attaque auquel il a le droit. Quand Médine lui dit le roi du Nord en ref à Game of Thrones, ça devient un dog whistle, c'est de la folie. Mais ça, après, on est d'accord qu'elle est restée un peu toute seule dans son délire. C'est là que tu vois que les médias, ils adorent taper sur la France insoumise. Tu sens que celui-là, ils se sont dit, oula, celui-là, on va peut-être pas y aller. Ils se sont dit, bon, je veux bien récupérer chaque dog whistle pas clair pour essayer de taper sur la fille, mais celui-là, peut-être ça va commencer à se voir. Peut-être que ça va commencer à être un petit peu ridicule, quoi. Ça me fascine, franchement, c'est exceptionnel. Hein. Bref, allez, on y va. Benjamin Duhamel, vous recevez le nouveau maire de Roubaix, dans le Nord. Bonjour David Guiraud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter pour votre première interview comme maire élu de Roubaix. On va parler dans un instant de la façon dont vous envisagez votre mandat, mais d'abord une question plus générale. Si vous avez été élu largement, avec plus de 50% des suffrages, à Toulouse, Limoges, à Brest, à Clermont-Ferrand, plusieurs listes menées par des insoumis ou avec des insoumis ont été défaites. Mais c'est une dinguerie quand même. Ils invitent l'une des très belles victoires de la France insoumise aux élections. Il y en a eu d'autres, hein, Saint-Denis, etc. Enfin, il y en a plusieurs. Et la première question, c'est oui, ok, allez, vous avez été largement élu à Roubaix, mais il y a des listes où ça a perdu. Il y a des listes où c'était nul. Hein, qu'est-ce que tu as à dire sur le fait que vous puez la merde, en fait? Bon, parce que là, on t'invite. Ça nous casse déjà assez les couilles que vous ayez gagné des mairies. Donc, on va bien te parler des fois où vous vous êtes fait chier dessus quand même. Vous n'avez pas gagné toutes les villes. Comment ça se fait que vous n'avez pas gagné toutes les villes contre un plafond de verre. En fait, vous êtes l'exception, le trophée insoumis pour faire oublier ces... L'exception, le trophée insoumis? Bah non, il y a eu d'autres victoires. Mais attends, je comprends pas. C'est complètement con. Mais à la limite, l'exception, c'est quoi? C'est Saint-Denis élu au premier tour.
c'est le début déjà, et c'est une torture. Ce mec, c'est une torture. Vous savez, je pense pas être un trophée. Déjà, je voudrais saluer mes camarades qui sont quand même très bien battus, parce que vous parlez de Toulouse. François Piquemal fait le meilleur score de la gauche depuis au moins 20 ans là-bas. C'est pas facile, les élections municipales, vous savez. Oui, déjà, genre, c'est ça aussi. En fait, rien n'est contextualisé. Genre ça, j'ai vu quelqu'un qui a fait un tweet là qui montrait que, en fait, Piquemal, nous, on est déçus. Et c'est logique, ça aurait été trop bien de gagner Toulouse. Mais qu'en réalité, le score qu'il a fait est une dinguerie, en fait. En fait, il a fait un score de fou. Et bien sûr que ça suffit pas à se rassurer, qu'il faut continuer à se battre pour gagner vraiment et qu'il faut aller plus loin, etc. Et on peut pas juste se réjouir de faire des beaux scores, mais si tu veux avoir une vision large du truc, c'est aussi des choses qu'il faut regarder, quoi. Et en réalité, c'est faire ça qui est impressionnant. Limite, je me demande si Toulouse, s'il avait vraiment perdu, qu'il avait été le bozo of all time dès le premier tour, presque tout le monde s'en serait battu les couilles. Et en fait, c'est le fait qu'il ait failli gagner, qu'il ait réussi à faire une campagne aussi folle, qui fait que les gens sont encore plus durs avec lui, notamment les antifis, de dire « Ah voilà, regardez, vous avez même pas réussi à gagner », alors qu'en fait, il aurait pas dû faire un aussi beau score, quoi. Donc il y a toujours deux versions de l'histoire. Moi je trouve faut pas être dans un élément de langage forcément de mais en fait on est les GOAT, on a tout gagné, on est trop fort. Non, bien sûr que faut faire mieux, que peut-être qu'on aurait pu faire mieux, que tout n'est pas réjouissant, que ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail militant à faire, etc. Mais il faut savoir nuancer cet avis-là, quoi. Vous savez, c'est des élections où il y a un contexte national, où il y a aussi des contextes locaux qui sont très forts, 36 000 contextes locaux différents, parfois du clientélisme extrêmement fort. Vous avez vu Airbus qui monte au créneau contre François à Toulouse, si on additionnait les voix du candidat socialiste et de François Piquemal, normalement, ça faisait plus de 50%. Donc à la fin, il y a eu une déperdition. Mais ça, c'est également vrai pour Auxerre, où il y a une union de la gauche en LFI, pour d'autres villes où il y a des unions de la gauche en LFI qui ne rassemblent pas le total de leurs voix par rapport à l'addition du premier tour. Donc, en fait, on en revient avec la réflexion Golemont, dont moi je n'en peux plus, et qui est la raison pour laquelle les gens de gauche continuent à sucer l'union de la gauche. Additionner des gens, ça ne marche pas, en fait. La politique, ce n'est pas ça. C'est bien plus compliqué. Et tant mieux, sinon ça puerait la merde. Bref, j'en peux plus de ce débat. La caractéristique des municipales, c'est qu'on peut tomber dans le commentariat en imaginant tous les scénarios possibles et imaginables à partir d'exemples précis, parce qu'il y en a 36 000. Moi, ce que je vois, c'est que l'étiquette France Insoumise, ou en tout cas la réputation France Insoumise, c'est plutôt un accélérateur de victoire. Parce qu'on fait des scores dans ces élections municipales, au-delà de la question des défaites ou des victoires, parce qu'on a quand même des victoires assez intéressantes. C'est quand même qu'on fait les meilleurs scores de notre histoire. Un accélérateur, alors vous êtes un peu seul à le dire, moi si j'écoute ce que disent vos amis ou anciens amis... Oh là là. Mais en fait, ce que je trouve fou, c'est que là, la phrase, c'est tous les gens du Parti Socialiste et de ELV qui sont vos adversaires, qui vous détestent, et tous les journalistes disent qu'en fait vous êtes des bozos et que vous puez la merde. Hein ? Ils n'ont pas le même avis que vous ? Oui, effectivement. Le PS, Marine Tondelier, le PC qui ont été obligés de se mettre tous ensemble pour espérer essayer de nous battre, qui se rendent compte qu'au présidentiel ils sont morts et enterrés, sont dégoûtés de nos scores. Oui, effectivement. Du coup, ils passent leur temps à dire non, mais en fait, non, ils ont perdu. Il y a eu les rappels à l'ordre de Glucksmann à la télé avec les journalistes qui disaient mais la percée de LFI, on pensait pas qu'ils feraient autant municipal, où ils ont été obligés d'envoyer des gens pour dire arrêtez de dire ça, c'est pas bien, c'est pas vrai. Non, la France Insoumise, ils sont nuls. Oui, merci, oui, évidemment. Voilà, quoi. François Ruffin, Olivier Faure, ils disent Jean-Luc Mélenchon, c'est un boulet pour la gauche quand on regarde les résultats. Dites donc pas à Roubaix, parce que... François Ruffin, Olivier Faure, c'est un boulet pour la gauche. Oui, François Ruffin, c'est horrible. Non, pour moi, de ce que je vois, la France Insoumise, mais je parle de Roubaix, on pourrait parler de Tourcoing, qui est juste au-dessus de chez moi, qui est chez monsieur Darmanin, où LFI fait quand même 25% au deuxième tour. On était à... Donc il n'y a pas, David Guiraud, d'effet repoussoir, notamment dans des villes où on voit bien que le report de voix de gauche socialiste ne s'est pas intégralement effectué sur les candidats caractéristiques de ça. Moi, je vais voir ce qu'il va répondre, mais moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, oui, il faut faire le constat qu'une partie des socialistes ne vote pas FI même pour faire barrage à la droite. Mais c'est là où tu deviens un journaliste dégénéré quand ton constat c'est que c'est de la faute de la France Insoumise et pas de la faute d'électeurs de gauche, censés être de gauche, qui préfèrent faire gagner la droite, voire même qui vont se mettre à voter à droite. Pour moi, ça en dit beaucoup plus sur l'électorat socialiste que sur les idées de la France Insoumise. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi on n'interroge pas ça ? De se demander pourquoi il n'y aurait pas corrélation entre
les insoumis et tout ce qui est à la gauche des insoumis, qui font que répéter depuis 20 ans que les socialistes sont en train de se droitardiser, c'est un parti de droite, et qu'en tout cas, de plus en plus, une grande majorité de l'électorat socialiste est un électorat droitardé, et qu'ils se mettent à voter pour la droite. Est-ce que ça serait pas plutôt que Mélenchon a repoussoir? Est-ce que ça serait pas plutôt que les insoumis et tout ce qui est à leur gauche ont une bonne analyse en disant que les socialistes et une partie de leur électorat sont en fait de droite? Dire, ils votent pour la droite, les socialistes ont des idées de droite, ils font une politique de droite quand ils gouvernent, une bonne partie de leur électorat préfère voter à droite que pour voter un parti plus à gauche qu'eux. Je veux dire, bah non, ça nous donne juste raison, c'est juste des droitards et il faut arrêter de s'allier avec eux, ça c'est évident. Les voix insoumises progressent massivement par rapport à 2020, mais parce qu'il y avait un contexte. En 2020, il y avait aussi des soutiens à des listes citoyennes. Mais on est une force politique aujourd'hui incontournable. C'est ce que montrent ces municipales. C'est qu'on ne peut pas faire sans nous. Et que donc la question qui se pose aujourd'hui à l'ensemble des habitants, y compris de la gauche, c'est de se dire, est-ce qu'on se jette tous dans le vide en considérant qu'il faut absolument diaboliser LFI, ou alors on considère qu'LFI est là, qu'elle a un soutien populaire très fort, qu'elle a gagné des villes, qu'elle a progressé dans tout le pays, et que donc c'est une réalité avec laquelle il faut faire, parce que nous sommes là et on n'a pas l'intention de baisser les yeux. Moi j'aime bien sa réponse aussi. En fait, le truc du déni, quoi. Surtout, en fait, moi, je me demande qu'est-ce qu'ils attendent quand ils disent ça. Tu sais, j'ai envie de leur demander de dire, Mélenchon, c'est un repoussoir. Et donc, quel est le constat? En fait, tu sais, on dirait que on va dire, bon, bah, j'avoue, on arrête. Tu sais, ils croient que ça va dire ça, dire la fille, ah putain, on a un repoussoir. Bon, bah, vas-y, bah, j'avoue, bah, non, en fait, il y a chaque élection, il y a plusieurs millions d'électeurs qui votent pour nous. Chaque élection présidentielle, les élections intermédiaires où la fille a toujours pué la merde. À chaque élection, on fait que augmenter en nombre de voix, même pour des européennes, des trucs de bozo dont tout le monde se branle, pour des élections municipales où c'est compliqué d'avoir des candidats. C'est genre, quand t'es un jeune parti, à chaque fois, on fait que progresser, faire de mieux en mieux. Bah, non, mais en fait, vous avez raison. Non, j'avoue, bah, vas-y, hein, on va dissoudre la fille, j'imagine que c'est ça la réponse. On va arrêter. Oui, on va se ranger derrière Clémentine Autain. C'est trop bizarre. Hein. En fait, je me demande quelle est leur conclusion. Et c'est pour ça que j'aime bien la réponse de Guiraud de dire, mais en fait, votre blabla. Je veux dire, même imaginons que la fille soit destinée, moi je pense pas, disons que ça soit le deuxième, imaginons, c'est le deuxième parti de gauche et on fait 25% dans plein de villes au municipal. Bah si t'as un parti de gauche comme la France Insoumise qui représente 25% des voix, même si toi t'en représentes 35, bah t'es obligé de faire avec, en fait. Genre c'est là où il a raison, Guiraud. Même si tu prends le constat que c'est représentatif, que en fait peut-être, vas-y, genre les présidentielles vont montrer l'inverse, hein. Mais même dans ce cadre-là, bah normalement les sauces d'Em, la gauche molle, est censée s'intéresser à ça. Déjà normalement des groupes à la gauche, quand la gauche de la gauche, des partis un peu plus à gauche font 10%, déjà les socialistes traditionnellement, t'essayes de les récupérer, t'essayes de les avoir avec toi, tu t'arranges, tu vois. Et là, le problème, c'est que en vérité, moi je pense que si la FI faisait des plus petits scores, en étant aussi radical, ils auraient moins de problèmes à s'allier. C'est là où c'est toxique la position actuelle. C'est que, en fait, je pense qu'un plus bas score, là le problème c'est que le score est trop et qu'il les inquiète. Et qu'en fait, eux, leur but, plutôt que de gagner des élections en essayant un peu de récupérer l'extrême gauche et la gauche plus radicale, là ils sont en mode non. Le problème c'est que si on les légitime, si on les laisse exister, en fait ils sont plus forts que nous, ils vont nous dépasser. Donc plutôt que d'avaler l'extrême gauche, qui a été longtemps une méthode des socialistes, et aussi d'aller vers le centre, hein. Souvent ils ont plutôt choisi le centre que l'extrême gauche, hein, quand même, faut le dire, ça reste des droitards, n'oubliez pas. Là en fait, le problème c'est que c'est trop haut pour eux. Donc comme ça les angoisse, barrière directe. Mais tant mieux, moi en fait je préfère ça. Je préfère qu'il y ait une barrière entre les socialistes et nous, plutôt que les socialistes fassent avec nous. Moi je comprends pourquoi les Guiraud et tout ils appellent au fait de dire bah non, on représente quelque chose, vous êtes obligés de faire avec nous. En vrai moi je préfère qu'il y ait qu'il y ait une rupture, je trouve ça beaucoup mieux. Vas-y, je veux voir ce qu'il va répondre. C'est les yeux. Il y a quelque chose d'assez frappant, David Guiraud. Vous revendiquez il y a un instant l'efficacité de l'étiquette La France Insoumise. Je suis allé regarder sur votre site internet, sur votre programme, sur votre affiche de campagne, aucune espèce de référence à La France Insoumise. C'est un oubli, c'est volontaire pour ne pas effrayer les Roubaisiens et les Roubaisiennes. Non, vous avez du mal regardé. Ah non, je crois pas. Non. Si, vous avez mal regardé. C'est sur mon front, moi, qui a marqué Insoumis. Ah, comment il le baise. Désolé, mais en fait, là, il l'a détruit. Parce que la vérité, les gens, la vérité, c'est que David Guiraud, qui met pas l'étiquette insoumise à Roubaix au niveau du logo en soi, pour peut-être
préserver des alliances avec des gens au local, mais qui ne fait que défendre le programme de la France Insoumise, qui dans les médias défend son étiquette insoumise, son appartenance, qui défend les idées de la France Insoumise, c'est 100 fois plus basé que des fils de pute du PS qui ont pris le logo NFP pour se faire élire et faire l'inverse, que des Ruffins pendant des années qui ont sucé la France Insoumise pour la trahir à terme. Moi, je préfère quelqu'un qui ne met pas le logo au local pour préserver des alliances, pour essayer de se mettre un peu en dehors du côté partisan et essayer de rassembler, tout en restant solide idéologiquement et en jetant pas la fille sous le bus par ailleurs. Ça, c'est basé. Mettre le logo pour être un traître, non. Genre, c'est là que désolé, mais c'est eux qui fétichisent. C'est là aussi où tu vois que leur vision du monde, Raz dit la strat Ruffin la baisse. Non, justement, Ruffin, lui, il se met avec Mélenchon dans les quartiers et il dit qu'il aime pas Mélenchon dans les quartiers de Bourges. Là, c'est vraiment être le plus gros des FDP, là. Les gens, non, vous avez pas compris. C'est eux, et c'est là aussi où tu vois leur vision de la politique passéiste. C'est que t'as vraiment une totémisation des appareils et des alliances. Et que t'as vraiment un truc de la gauche. C'est une affiche avec le logo de 4 partis pour bien dire, regardez, vous aimez le PS, vous aimez le PC, bah regardez, on est tous ensemble, on est amis, on a fait un truc. Non, on s'en branle. Là, la vérité, c'est que David Guiraud, même s'il fait campagne en mettant pas d'étiquette sur son affiche, personne à la France Insoumise ne lui reprochera. Personne ne lui reproche. Pourquoi ? Pour exactement cet extrait-là. Que quand ça parle de la France Insoumise, il dit non, c'est pas un boulet. Moi, Insoumis, c'est écrit sur mon front. Et que son programme, il est en accord avec les idées de la France Insoumise. Voilà. Et ça, c'est bien plus être en accord avec la méthode et les idées insoumises que juste avoir un logo sur un putain de tract. Quand sur le site internet, on ne fait pas la moindre référence, qu'on ne voit pas le phi qui est effectivement parce que le symbole de la France Insoumise, c'est qu'on n'a peut-être pas spécialement envie de le mettre en avant, non ? C'est pas ça, c'est que moi j'ai fait un choix, c'est de faire une campagne locale. J'ai démarré 1 an et demi avant le début de la campagne. J'ai fait une campagne d'1 an et demi. Moi je ressors de ça. Un peu fatigué, mais mon choix était de ne pas faire d'autres candidats insoumis, Sophia Chikirou à Paris, Sébastien Delegui à Marseille, mettaient bien plus en avant la référence à la France Insoumise. Mais moi j'avais face à moi notamment un candidat de la gauche qui avait toutes les étiquettes du monde. Et moi, je voulais pas faire une compétition d'étiquettes. J'allais perdre à ce jeu-là. Surtout, moi, désolé, mais pour moi, il a appliqué la méthode mélenchoniste. C'est là où ils ne comprennent rien. Je suis désolé, pour moi, presque David Guiraud est plus insoumis et mélenchoniste que les insoumis qui ont fait des alliances avec ELV. Je leur reproche pas, il n'y a pas de problème. Mais là, la question, c'est la prise du pouvoir stratégique. Et surtout, moi, je me rappellerai toujours à l'époque de Mélenchon qui était en mode on en a marre des salades de logos. Ça gagne plus le truc de le front de gauche. Genre, c'est bon, le front de gauche avec tous les partis, les étiquettes de logos, machin, l'affiche avec plein. On s'en bat les couilles. L'important, c'est t'as un contexte politique qui amène une stratégie politique. Et si le contexte politique de Roubaix, pour s'opposer avec les gauchistes traîtres qui te font des injonctions à voter pour eux parce qu'ils ont 10 logos de partis sous leur affiche, et que c'est plus efficace pour prendre le pouvoir et appliquer le programme insoumis de juste mettre toi et de pas mettre de logo de parti, eh ben c'est ton devoir, dans une élection locale, de faire comme ça. Parce que c'est aussi ça, je veux dire, à un moment donné, tout le truc de les insoumis n'attendaient pas les consignes, etc. Genre, la preuve, il a gagné. Je veux dire, ça prouve qu'il avait raison. Ça prouve que lui, il connaît son territoire, il connaît là où il est élu, et pour se faire élire et pour faire le truc. Et je pense aussi que dans son équipe, il n'y a pas que des gens de la France Insoumise. Il a fait ça, et ça n'empêche pas derrière qu'il renie. Parce que là où t'es un bâtard, c'est s'il était dans les médias en disant un peu ah mais moi la France Insoumise, maintenant je suis au local, je veux plus m'occuper de la France Insoumise. Moi je m'en fiche de maintenant. Tu sais, un truc où tu sentirais que il voudrait get out de l'image. Là, je serais en mode, bah ok, d'accord, ça y est, t'es plus insoumis. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'es un peu... Non, ça montre bien que tu peux faire les deux, en fait. Ça montre que tu peux avoir une stratégie de ne pas venir avec l'image d'un étiquetage partisan et de continuer à défendre tes idées, à défendre ton affiliation et ta famille politique, en fait. Il n'y a pas vraiment de contradiction, surtout à l'échelle des municipales. Il a vraiment raison, quoi. Mais c'est là aussi où moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de dose d'autogestion sur des questions de stratégie. Les municipales, c'est vraiment ça. Ça veut dire que je pense que tu as des villes où la sociologie fait que d'être pote avec EELV, par exemple, et de faire une campagne un peu vélo-boulgour, fille-EELV, bah, je pense que tu as des mairies où c'est la bonne manière pour gagner. Et ben je trouve que c'est bien que tu aies des gens de la France Insoumise qui, si dans cette mairie vélo-boulgour, faut qu'ils fassent ça, et ben qu'ils le fassent. Et que si David Guiraud, il doit arriver avec une affiche sans étiquette de parti
et d'avoir une stratégie populiste contre le mec de gauche unioniste de merde, faut qu'il le fasse aussi, tu vois. Genre, c'est aussi ça, un parti qui doit laisser faire confiance à ses militants et les laisser faire leur stratégie politique comme ils le veulent. Ça paraît, je trouve que c'est trop bien, quoi. Du moment qu'après, il applique le programme. Voilà, c'est que ta stratégie, sectoriellement, tu la décides, et après, par contre, le programme désigne une direction, et c'est à toi d'essayer de l'appliquer le plus possible selon les moyens que tu as, le rapport de force que tu as au sein de ta mairie, des gens avec qui tu t'es allé. Enfin, après, voilà, genre là c'est là que tu dois avoir confiance en tes militants. Moi, je pense que David Guiraud, il va prendre les décisions les plus progressistes et les plus en accord possible selon le contexte de sa mairie par rapport à la fille, quoi. Tout le monde sait que je suis insoumis à Roubaix, hein, vous savez. Donc vous serez un maire insoumis, un maire pleinement fier de cette appartenance à la France insoumise. Je suis un maire insoumis à la tête d'un collectif, parce que c'est pas comme les législatives où j'ai été élu député. Il y a 55 personnes dans mon collectif. Il y a beaucoup d'insoumis. Il y a aussi des gens qui ont d'autres histoires politiques et je dois les représenter eux aussi. Donc ne confondez pas, si vous voulez, la fierté d'appartenir à un mouvement et le fait d'être à la tête d'une liste où il n'y a pas que des insoumis. Et d'ailleurs, c'est la preuve que quand un maire insoumis dirige une ville, en fait, il est en capacité d'agréger autour de lui des traditions politiques différentes. Et même, je pense que c'est aussi un truc à apprendre pour les autres gens qui voudraient faire des campagnes. Et que David Guiraud fasse comme ça, c'est-à-dire de pas mettre le logo insoumis sur son affiche, pour moi, c'est pas la leçon que tout le monde doit faire comme lui et pas mettre de logo, c'est plutôt de comprendre que chaque candidat et candidate à une municipalité à l'avenir doit connaître son territoire, comprendre ce que les militants attendent, comprendre ce que les gens veulent, ce que les gens font, et faire ta campagne en accord avec ton territoire, quoi. C'est ça une stratégie locale. Ça marche parce qu'il est suffisamment identifié. Ça dépend. Je pense que dans des petits bleds aussi, tu vois, je pense que tu as des endroits où le rejet des partis politiques classiques, ça peut être plus important, et d'autres où tu as un fort ancrage militant et t'identifier comme l'insoumis est important aussi. Enfin, je pense que t'as pas de réponse facile, quoi. Ça se réfléchit, et c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux gens et aussi que la mairie, voilà, quoi. Faut être candidat à un endroit que tu connais, quoi. Genre, ça reste important, tu vois. Moi, par exemple, j'aime pas trop le concept de parachutage dans les législatives, parce que en vérité, les législatives, c'est une élection nationale. C'est des députés de circonscription, mais c'est des gens qui votent les lois du pays. Et en vérité, c'est un mandat national. Donc, bon, je dis pas qu'il faut s'en battre les couilles et mettre n'importe qui n'importe où, mais je suis pas matrixé contre le parachutage sur les législatives. Par contre, municipal, là, non. Municipal, faut des gens qui connaissent là où ils vont être élus, parce que leur politique va être menée directement pour les gens là où ils sont élus, quoi. Genre, c'est directement relié, quoi. Si les gens détestent trop la fille, faut faire style, on est autre chose. Mais non, lui, par exemple, c'est pas ce qu'il a dit. Lui, il a pas dit les gens détestent la fille. Il a dit tout le monde savait que c'était insoumis. T'as pas écouté. Il a dit je devais me dissocier de la gauche roubaisienne rejetée par les gens parce qu'elle a fait une politique de merde de socialistes qui viennent avec plein de logos alignés et qui donc est l'image de ce que les gens à Roubaix ne veulent plus. Je dois montrer directement que je suis une contre-proposition à ça. Et tu peux montrer que tu es la contre-proposition à ça en mettant par exemple juste un logo, le logo insoumis, tu répondras. Sauf qu'il l'a dit, dans son équipe, il n'y avait pas que des insoumis. Donc c'est soit il mettait le logo de tout le monde, soit il en met aucun. Et moi je trouve là où il a raison de réussir à garder sous le groupe, c'est de dire ok, moi je suis insoumis, il y a des insoumis dans la liste, mais il y a des gens de plein de formations politiques, venez, c'est la liste, notre liste à Roubaix, on est cette équipe là, on met le logo de personne, comme ça il n'y a pas de guerre, et surtout on se distingue tout de suite du mec du PS traître qui va mettre PCELV Génération.S machin sur son affiche. Voilà, nous on est, et c'est une stratégie populiste. Et une stratégie populiste ne veut pas dire que tu caches aux gens que t'aimes pas la fille, ça veut dire que tu te distingues tout de suite de la tradition de la gauche qui a foutu la ville dans la merde en te disant vote pour moi, regarde, j'ai tous les partis. Voilà, quoi, moi ça me paraît évident que c'est ça la réflexion. Vous êtes l'un des exemples de cette nouvelle France, sans qu'on sache précisément ce que ça veut dire. Est-ce que cette nouvelle France, il faut nous expliquer à nos auditeurs, est-ce que c'est une question... Attends, est-ce que ça parle du... Attends, c'est qui a fait ce tweet-là? Est-ce que c'est Rima? Ou elle a fait un truc fin du porte-parole là, où t'as que des noms de noirs et d'arabes, et David Guiraud au milieu, en mode le white of all time. Est-ce que vous avez le tweet? Il est excellent. Dès les législatives de 2024, j'avais incité sur la nécessité d'en finir avec le porte-parole afin d'ouvrir la voie à un véritable renouveau démocratique. Il ne peut y avoir de démocratisation de la politique sans une représentation fidèle, assumée et digne des personnes issues des quartiers populaires. Félicitations à Bali Bagayoko, Abdelkader Lamar, Ali Douaira, Omar Yacoub, David Guiraud, Bassi Konaté, Yahya Soukana, Adam Agaï, Demba Traoré. Le David Guiraud au milieu
moi je suis désolé, c'est trop marrant. C'est vraiment leur pote blanc Nepo Baby, mais qui est trop basé. Du coup, je trouve ça, c'est trop marrant parce qu'en plus, David Guiraud, son daron, c'est un socialiste connu, etc. Du coup, c'est trop marrant. C'est vraiment le boat, le blanc au full time. En plein milieu, c'est incroyable. Il est Nepo Baby. Il est un peu Nepo Baby, vite fait. C'est juste son daron, c'était un socialiste connu, mais lui, enfin, je veux dire, en termes de position politique, les gens, David Guiraud, ça fait partie des gens sur les questions de l'antiracisme, la Palestine, ça fait partie des plus radicaux, compris les positions les plus vénères. Hein. Mais en tout cas, oui, très bon tweet de Rima. C'est quoi cette Nouvelle-France ? Roubaix, vous savez, enfin, ça sera dans quelques jours, mais je serai le maire d'une ville qui est une ville ouvrière, qui a connu des vagues d'immigration successives. Vous savez, à la fin du 19e siècle, on disait que les Belges étaient majoritaires. Et ce qu'ont connu les Belges dans le Nord, hein, dans cette terre ouvrière, est similaire à ce que peuvent connaître aujourd'hui nos concitoyens français d'origine, notamment algérienne, subsaharienne, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'époque qui disaient que les Belges volaient le travail des ouvriers dans le Nord. Et donc, il y avait des chasses aux Belges. J'adore sa réponse universaliste de oui, c'est la Nouvelle-France. Je comprends que vous avez peur des Noirs et des Arabes à mes côtés à Roubaix. Mais avant, c'était les Belges. Et là, il finit. Est-ce que les Belges, c'était pas un peu mérité ? Parlons des Belges. Débat. Est-ce que le racisme anti-belge était légitime ? Racisé belge et fier de l'être. Comment ça va, les racisés belges du chat ? Putain, non, mais ça y est. David Guiraud, maintenant, les Belges, ils vont vouloir rejoindre le bingo des oppressions, là. Ça y est, là. Non, racisés belges, non, c'est bon. Faut lâcher ça tout de suite. C'est grave, hein. Racisé bretonne. C'était mérité, c'est toujours mérité. Il y avait des chasses aux Belges, de la même manière qu'ensuite il y a eu des chasses aux Italiens, moins dans mon coin à moi qui était le coin du textile, mais plus dans le bassin minier. Donc la Nouvelle-France, ce sont quoi ? Ce sont les Français d'origine étrangère. Nous sommes ceux, à Roubaix, qui avons fait tourner le pays. On a habillé l'Europe entière, on était le bastion du textile. Alors, ensuite, à côté, vous aviez notamment beaucoup d'Italiens qui étaient dans les mines, qui également nourrissaient le pays. Et donc, c'était des populations ouvrières qui faisaient tourner le pays et qui ensuite se sont intégrés parfaitement, mais qui ont dû subir des discours de rejet. Donc, ce que je vous dis... Oui. C'est pas en fait, la Nouvelle-France, c'est juste le prolétariat incluant toute forme de prolétariat. C'est pas le Gisèle et les Karine de Ruffin, quoi. En fait, c'est pas compliqué. En fait, je trouve que ce que j'aime bien avec le concept de Nouvelle-France, c'est que tout le monde comprend tout de suite ce que tu veux dire, quoi. C'est que c'est le truc de, bah oui, à un moment donné, le prolétariat français s'est transformé. Que ça soit sur la question des origines, mais même, en fait, moi, je trouve que la Nouvelle-France, le concept est plus large socialement. Par exemple, je pense que tu peux faire rentrer tout le nouveau prolétariat précarisé, payé en freelance, un peu, tu vois, genre, qui sont plus dans des formes de salariat ou de vie ouvrière habituelle, etc. Pour moi, ça rentre là-dedans aussi, quoi. C'est juste les nouvelles classes populaires avec leurs spécificités, que ça soit sur les questions d'identité, mais pas que, quoi. De rapport au travail, au territoire, à tout ce que tu veux, quoi. C'est les tours et les bourgs en mieux dit. Oui, en vrai, oui, hein, de fou. Hein. Mais justement, pourquoi c'est mieux que les tours et les bourgs ? C'est que c'est vraiment universaliste. C'est que tu crées pas une distinction, les tours et les bourgs, les clochers, les mosquées. Tu crées un commun, en fait. Genre, tu crées pas des catégories qui existeraient l'une à côté de l'autre, un peu antagonistes. Bah, désolé, c'est vraiment universaliste de manière basée, quoi. Au final, Mélenchon, son logiciel, il reste universaliste. Mais c'est de l'universalisme, en général, moins dégénéré qu'avant. Bon, des fois, il redevient un peu universaliste sur certains sujets. Mais vas-y, sur celui-là, c'est basé. Voilà, c'est pas les 5 continents ou je sais pas, ce genre de truc. Ouais, mais je comprends toujours pas. C'est cette Nouvelle-France. J'ai posé la question hier à Mathilde Panot, la présidente des députés Insoumis, en lui citant notamment ce que disait Jean-Luc Mélenchon en meeting quand il parlait des malins tout blancs, tout moches. La Nouvelle-France, c'est ça. Mélenchon. Le maghrébin européen. Attendez, il a vraiment dit ça, Mélenchon ? Il a dit « Ah, les blancs, vous êtes moches ?» il est malade. À Saint-Denis, la Nouvelle-France est affirmée, et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. » Ils sont tous mis à hurler. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bah, pas de bol. Ils ont le front de me dire que non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue. Mais pourquoi, a priori, ça serait... Ah, mais ok, il a fait une Jacques Vergès.
C'est le GOAT, c'est Vergès qui raconte ça, où quand il est allé défendre des gens du FLN en Algérie et que t'as une salle remplie de militaires français qui l'insultent de sales chinois, etc. et qui répond pendant que vos ancêtres bouffaient des glands dans la forêt, les miens construisaient des palais. Quel GOAT. Tu dis ça, t'es Jacques Vergès Prime en train de défendre des gens qui posent des bombes et tu dis ça à 200 militaires devant toi prêts à t'égorger. Oui, bon, c'est du combat politique, quoi. Ça y est, vous allez vous en remettre, quoi. Nul. Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors, donc... Oh là là, ça se voit que c'est ces blagues, oui, bon. Ouais, vraiment, les droitards, ils sont choqués par rien du tout. Hein. La fragilité des droitardés, impressionnant. C'est l'inverse des tout blancs, tout moches. Écoutez, moi, je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais venir parler de Roubaix, mais j'aurais dû me douter que ça serait le commentaire, des petites phrases et même des petites vannes, parce que là, franchement, sur celle-là... attendez, vous croyez qu'il le disait sérieusement? Enfin, je veux dire... Pas eu l'impression qu'il riait beaucoup quand il le disait, mais... Oui, mais c'est vos impressions. D'accord. Moi, en plus, il rigolait. Attends, de fait, oui. Genre, vraiment, objectivement, il était en train de se taper une barre, quoi. Genre là, c'est vraiment, oui, et t'as Mélenchon blanc, David Guiraud blanc. Non, vous êtes vraiment contre les blancs. Vous avez fait du racisme anti-blanc. Rappelle que France Inter, dans la tête des droitards, c'est une radio de gauchistes. Hein. C'est une radio de gauchistes CNC, mon cul. Hein. C'est de la folie. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous sommes une terre populaire, ouvrière, qui a connu l'immigration et qui a connu des vagues d'immigration parce que c'était ceux qui voulaient bien occuper ces travaux-là, qui étaient des travaux où, vous savez, moi, j'ai beaucoup de gens qui meurent à 60 ans aujourd'hui dans ma ville parce qu'ils ont été dans l'industrie textile, parce qu'ils ont été dans l'humidité, dans des travaux extrêmement laborieux avec des corps qui ont été cassés. Et la réalité de la France, c'est aussi ça. Oui, mais moi, ça fait depuis le 19e siècle qu'on y est confronté à Roubaix, donc on peut en parler longtemps. Pour parler de Roubaix, j'ai 2 questions sur la façon dont vous envisagez votre mandat de maire. D'abord, j'ai regardé votre programme. Je suis étonné, par contre, il n'y a pas eu la question antisémite. Je trouve ça, je pensais qu'elle allait arriver plus tôt. Vous proposez de créer un observatoire des discriminations pour combattre, dites-vous, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Je rappelle à nos auditeurs qu'après les pogroms du 7 octobre, vous aviez tenu des... Quelle naïveté. Je me suis dit, il va parler de Roubaix, ça va parler de trucs de politique locale. Il a réussi à détourner une proposition d'un observatoire des discriminations pour dire « Oui, mais après les pogroms, vous avez été un peu antisémite, David Guiraud, hein ?» Ah bah oui, là, on parle vraiment de la politique à Roubaix. C'est vraiment un sujet municipal, Roubaix. Vous n'êtes pas un peu antisémite, David Guiraud? Propos qui avaient suscité polémique. Vous avez rendu responsable d'Israël des massacres de Sabra et Shatila. Vous aviez aussi été accusé de relayer un visuel qui reprenait les codes antisémites. Est-ce que vous êtes vraiment le mieux placé, David Guiraud, pour lutter contre l'antisémitisme à Roubaix? Écoutez, je vous remercie de vos questions bienveillantes. Je pense que, vous savez, quelle que soit l'invité que j'ai en face, j'essaie juste d'avoir une forme de vérité. L'histoire de notre ville, monsieur Duhamel, c'est celle de Jean Lebas, qui est mort dans des camps de déportation. Je suis le maire de cette ville. J'ai cette mémoire-là. Elle est inscrite dans notre patrimoine génétique à nous, à Roubaix. Vous voyez? Vous comprenez ça? Oui. Moi, je suis allé sur notamment les inaugurations des pavés de la mémoire, de la maison de Madame Lily Keller-Rosenfeld, qui va bientôt devenir un musée, David Guiraud, qui parle de la déportation. David Guiraud, moi, j'ai pas de raison de juger de la légitimité de votre combat. Simplement, Attends, mais il se fout de notre gueule. J'ai pas de raison de juger de la légitimité de votre combat, mais la question que j'ai posée, c'est est-ce que t'es le mieux placé pour parler d'antisémitisme? Bah du coup, tu juges. Mais porte tes couilles. Dis que tu trouves que c'est un sale antisémite et qu'il a pas le droit. J'adore. En plus, le truc, c'est imagine, là où c'est complètement con, c'est en mode... Tu fais un observatoire contre les discriminations, l'islamophobie et l'antisémitisme, mais t'as dit un truc que j'ai pas aimé sur le conflit israélo-palestinien, du coup t'es pas légitime. Ça veut dire qu'il aurait mieux fallu que David Guiraud ne mette rien en place contre l'antisémitisme. David Guiraud, pour prouver qu'il n'est pas antisémite, doit ne rien faire contre l'antisémitisme. La logique de fou. C'est ça qui me fascine, c'est que s'il avait fait un discriminatoire, un observatoire de l'islamophobie, ça lui aurait dit, mais attendez, pourquoi il n'y a pas l'antisémitisme? Vous êtes antisémite? Mais comme il a fait un observatoire, y compris de l'antisémitisme, c'est suspect aussi. Parce qu'il a mis antisémitisme dedans, il n'a pas le droit. Bah, en fait, quoi qu'il fasse, globalement, faut qu'il meure, faut qu'il disparaisse, faut qu'il s'évapore dans les airs, quoi, tout simplement. J'ai l'impression que vous le faites. Non, je rappelle des propos. Quand vous confondez, associez Israël au massacre de Sabra et Shatila en parlant des bébés dans le four. Quand vous relayez visuel qui reprend des codes antisémites, qu'ensuite, il y a quand même un sujet. Les bébés dans le four, c'était une fake news, ça a été prouvé 10 000... Attends, je comprends pas où est-ce qu'il va là, je comprends rien. Sur la façon dont, depuis que vous avez été élu en 2022, vous avez envisagé votre combat contre l'antisémitisme. J'ai expliqué 1000 fois les raisons. Par exemple, vous me parlez d'un tweet qui a été retiré en moins de 24 heures sur quelque chose dont je n'étais pas au courant. Je l'ai expliqué 1000 fois. Vous êtes journaliste, vous savez que je l'ai expliqué 1000 fois. Donc en fait, ma réponse,
réponse ne vous intéresse pas. Ah si. Non, parce que sinon, vous auriez juste regardé les interviews précédentes. Et vous auriez Non, mais dit, parce que bah, si, par vous, exemple, si vous me dites ce matin, donc, tout ça c'est de l'histoire ancienne, j'ai c'est sans pas doute une commis histoire- des erreurs Non, 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 et non. maintenant Mais ma priorité sera de lutter contre l'antisémitisme, dont acte. Mais ce que je Mais c'est ouf. C'est ouf. Donc en gros, David Guiraud a été un peu trop propal pour lui. En plus, il a fait un tweet Dragon Céleste. Ça, c'est vrai. David Guiraud, sa plus grosse épine dans le pied, c'est d'être fan de One Piece plutôt que de Naruto. Parce que ça fait depuis toujours que je le suis sur Twitter, depuis longtemps, qu'il spamme des trucs de One Piece. Et c'est terrible. Ça l'a baisé, c'est terrible. Voilà son erreur ultime d'être fan de One Piece. Il fallait pas être fan de One Piece. Naruto est objectivement supérieur. Au moins, il n'y a pas de dog whistle antisémite dans Naruto. Et c'est ok. Et là, il dit, non mais, excuse-toi, viens et dis qu'à partir d'aujourd'hui, ta priorité absolue, c'est lutter contre l'antisémitisme. Ah oui, donc on est d'accord que le reste, il s'en bat les couilles. C'est pas grave, à Roubaix, maintenant, on ne va faire que ça. Notre seul projet politique, notre priorité overall, c'est l'antisémitisme. C'est de la folie. Hein. Dans une ville qui subit massivement le racisme, dans une ville, Roubaix, qui est ciblée par les discours islamophobes, racistes, xénophobes, vous me parliez de ma critique d'Israël. Donc en fait, Donc vous faites un amalgame. Mais vous répondez racisme et islamophobie qui sont par ailleurs des sujets tout aussi importants. Oui, parce que... Bah oui, mais parce qu'à Roubaix, c'est quoi le principal problème à Roubaix ? Parce qu'il n'y a pas de discrimination des Juifs à Roubaix, monsieur Duhamel. Donc, et par contre, il y a une discrimination, effectivement, des dossiers des Roubaisiens. Il y a une discrimination territoriale. C'est-à-dire, quand on cherche un logement ou un travail à Roubaix, c'est difficile parce qu'il y a marqué Roubaix. Il y a une discrimination sur les noms de famille. Il y a une discrimination sur l'origine religieuse, l'origine ou la religion supposée. Mais vous me parlez de mes positions vis-à-vis du conflit. Je vous pose la question du vous avez génocide à Gaza. ce matin, David Guiraud d'y répondre. Mais je vous dis attention, vous jouez un jeu dangereux. Parce que là, vous faites des amalgames entre une partie de mon programme qui est censé lutter contre le racisme, tous les racismes évidemment, mais vous remarquerez qu'à Roubaix, il n'y a pas d'acte antisémite. Merci David Guiraud. Merci à vous. Je précise que je me suis appuyé sur votre programme pour vous poser une question sans aucun procès d'intention. Oui, merci David Guiraud, maire de Roubaix, d'avoir été ce matin sur France Inter. Et à tout à l'heure. C'est indécent le traitement à France Inter. Il lui a parlé de quoi ? Il lui a parlé de au final la France insoumise vous êtes nuls aux élections, est-ce que vous puez la merde? Il lui a dû lui répondre sur ça. Ensuite il lui a dit au fait pourquoi il n'y a pas le logo FI? C'est un repoussoir, hein? C'est un repoussoir la France insoumise. Donc 2 fois la même question pour au final lui faire quoi? Ah et au fait t'as dit que tu luttais contre l'antisémitisme dans ton programme alors qu'en fait t'es antisémite. Rien de spécifique sur Roubaix, je le nie, c'est vraiment. Il l'a invité pour dire je vais le faire pour dire que la FI c'est des repoussoirs et des salles antisémites. La même interview que tous les gens de la France insoumise ont depuis 2 ans. C'est une torture, c'est infernal. Après ça va, Guiraud il a été très bon, hein. Il s'en est très très bien tiré, hein. Oui mais les nouveaux médias, je sais pas les gens, moi ça me terrifie, hein. Je sais pas, c'est de la folie, hein. Alain Duhamel a dit que JLM n'est pas antisémite. Ah bon, il a dit quoi? J'ai pas vu, non. Envoyez la vidéo. Duhamel sur Mélenchon. De point de vue, il y a toujours chez vous une énigme autour de l'évolution de Jean-Luc Mélenchon? Oui, parce que je le connais depuis très longtemps. Je le connais depuis en tout cas le premier septennat de François Mitterrand. Ça commence à faire un certain temps. Je sais que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très cultivé, bon, avec une culture plutôt littéraire, mais avec des connaissances scientifiques que par exemple je n'ai pas du tout et que lui a. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est difficile avec lui de savoir s'il se laisse emporter par son verbe ou si il refuse de se contrôler. Ça, je ne le sais jamais. Je suis persuadé qu'il veut toujours tellement trouver des formules qui frappent et qui choquent, parce qu'il cherche à choquer, ça, dans tous les domaines, mais dans le domaine de l'antisémitisme aussi. Vous écrivez que c'est l'homme le plus détesté. Attendez, mais... C'est ça votre défense de Mélenchon? Il cherche à choquer dans tous les domaines, le domaine de l'antisémitisme aussi. Mais c'est la pire défense de Mélenchon que j'ai jamais vue de toute ma vie. Let him cook. Ouais, vas-y. Testé le plus clivant de France. Oui. Et ça marche électoralement. Comme était Georges Marchais, mais il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus éloquent aussi. Sur l'antisémitisme, j'ai du mal à le voir comme un antisémite. Alors, un anti-israélien, ça, il n'y a aucun doute. Ça, d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Bon, il est pro-palestinien, à l'extrême gauche est pro-palestinien, il n'est ni le premier ni le dernier. Antisémite, je ne sens pas ça. Simplement, il a des côtés très mûrs et il a des côtés enfantins. Et parmi les côtés enfantins qui sont relativement rares chez les politiques de son niveau, je comprends rien. Il y a un goût encore adolescent de choquer. Et quand on a envie de choquer, on n'est pas toujours inspiré.
Mais ça pue la merde, les gens, vous êtes contents là? Attendez, mais c'est ça la défense. C'est là que je vois que les insoumis, vous avez besoin d'un câlin. Vous avez besoin de heal, quoi. Vous êtes tellement habitués à vous faire chier dessus que quelqu'un qui chie un peu sur Mélenchon en mode « Ah, c'est un adolescent qui choque et qui dit des dingueries, mais il est pas vraiment antisémite », vous êtes trop heureux. C'est impressionnant. Je trouve ça fascinant. Duhamel dit Mélenchon clip farm, le chat veut sucer. Oui, très bizarre. On se contente de peu. Ouais, mais c'est là que je vois que vous allez mal, écoute. C'est là que je vois que c'est compliqué. C'est ok. Voilà quoi. Inviter David Guiraud sur Zawa. Oh, on va essayer. Oui, les gens, on essaye. Vous imaginez bien sûr. Quelque chose se fera avec David Guiraud un jour ou l'autre.